Donc, je me présente, je m'appelle Martine Tiphaine. Mon rôle, c'est CPM, MVP Lead ou Community Program Manager. Donc, je suis responsable du programme MVP. Donc, MVP, ça signifie Most Valuable Professional. C'est un programme mondial et je suis responsable de ce programme pour différents pays, dont la France, la Belgique francophone, la Suisse francophone, toute l'Afrique et aussi la Nouvelle-Calédonie. Donc, ça fait 23 ans que je travaille chez Microsoft. Donc, j'ai démarré en tant qu'ingénieur support sur les outils de dev chez Microsoft France. Et ensuite, j'ai switché pour m'occuper donc du programme MVP. Et vous avez là mon alias et mon compte sur Twitter. Donc, je vais vous parler du programme MVP. Donc, tout d'abord, MVP, donc je vous l'ai dit, ça signifie Most Valuable Professional et c'est un award, un titre que l'on attribue à des individus. Le programme MVP a un peu plus de 25 ans d'âge maintenant et il est vraiment orienté sur les développeurs et les IT pros. On a à ce jour, j'ai regardé hier, 3073 MVP dans le monde, donc un petit peu plus de 3000 qui sont répartis dans 90 pays différents. Donc, qui sont les MVP? Les MVP, ce sont donc des individus, des personnes qui sont extérieures à Microsoft et qui sont des experts technologiques et qui ont la passion pour les produits et services Microsoft et qui partagent leur passion au sein des communautés. Nous nommons MVP en fait des personnes qui sont sur les dernières versions des technologies Microsoft, qui ont une très grande connaissance donc des produits et services Microsoft et qui ont vraiment cette passion et cette volonté d'aider bénévolement les autres à grandir. Donc les MVP, donc, comme je vous l'ai dit, c'est un programme mondial. Donc on a un petit peu plus de 700 MVP dans la partie North America, un peu plus de 230 dans la région LATAM, un peu plus de 720 dans la région Asie. Et puis le plus grand nombre de MVP se situe dans la zone Europe, Middle East, Africa, avec un peu plus de 1400 MVP. Donc les MVP, lorsqu'ils sont nommés sur une catégorie précise, ce qu'on appelle une award catégorie, et nous avons 11 award catégories différentes. Donc Microsoft Azure, Windows Développement, Office Développement, Developer Technologies, Data Platform, AI pour intelligence artificielle, Cloud and Data Center Management, Enterprise Mobility, Windows and Devices for IT, Office Apps and Services et Business Applications. Aujourd'hui, on a un total de 117 MVP en France qui sont donc nommés sur ces différentes award catégories. Donc, vous pouvez voir ici la répartition en fait par catégorie. Et vous pourrez constater que donc sur la France, là où nous avons le plus grand nombre de MVP, ce sont sur les technologies Developer Technologies, Microsoft Azure, Office Apps and Services. Et notre priorité depuis déjà un petit peu plus d'un an, et c'est encore vrai pour cette année fiscale, ce sont les catégories Microsoft Azure et AI. Je pense que vous ne serez pas surpris puisque ce sont vraiment les priorités de Microsoft en général. Alors, cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas nommer de MVP sur les autres catégories. Hein, dernièrement, j'en ai eu qui ont été nommés sur d'autres catégories, mais nos priorités, c'est vraiment AI et Microsoft Azure. Que font les MVP en fait, et que faut-il en fait pour devenir MVP? Alors, tout d'abord, quand ils sont nommés MVP, ils sont mis en relation avec les équipes produits, ce qu'on appelle les produits groupes ou PG de Microsoft Corp. Donc au travers de différents canaux d'échange.
ce qui leur permet donc d'être directement en contact avec les product groups de Microsoft et de fournir en fait à ces product groups du feedback, puisque les MVP ont vraiment la connaissance du terrain et du terrain local, on va dire, particulièrement de leur pays ou de leur région. D'autre part, donc ils sont nommés MVP parce qu'en fait, ils évangélisent sur les technologies et produits Microsoft. Donc cela peut se faire de différentes façons, en étant speaker lors d'événements ou en organisant des événements comme celui-ci, en créant du contenu ou en contribuant sur des projets de code source partagés, comme par exemple sur la plateforme GitHub. Et puis, nous prenons également en compte les personnes qui répondent sur les forums techniques, que ce soit sur des forums Microsoft ou non. Donc sur la partie en fait événementielle, on va dire ce que l'on prend en compte, donc ce sont les événements communautaires. Donc ça va être par exemple quelqu'un qui est responsable d'un groupe Meetup et qui organise des événements pour ces Meetup, qui est speaker lors de ces Meetup ou de ces groupes utilisateurs. Ça peut être des personnes qui organisent des conférences plus importantes. Donc je vous ai donné quelques exemples en fait pour la France. On a eu donc on a des conférences un petit peu récurrentes comme les Identity Days, qui généralement ont lieu sur Paris et cette année qui a eu lieu bien sûr en ligne. Le Power Platform French Summit, qui est un événement qui a eu lieu, la première édition a eu lieu récemment, je ne sais plus si c'était en janvier ou en décembre dernier. La Modern Workplace Conférence Paris, que vous ne connaissez pas, j'en suis certaine. Et puis, on a aussi des gros événements en région, comme l'événement Rebuild, qui généralement a lieu sur Nantes. Donc tout ça, ce sont des événements communautaires et qui sont gérés et organisés par les communautés. D'autre part, Microsoft n'organise pas, mais propose aux MVP, une fois qu'ils sont nommés, d'organiser des événements donc de par le monde. Vous avez peut-être déjà entendu parler des Global Azure Bootcamp. Donc maintenant, ça a été renommé en Global Azure Virtual. Donc Microsoft propose d'organiser ces événements de par le monde et ce sont les communautés, les MVP, qui vont organiser ces événements localement, qui vont trouver des speakers locaux. Donc pour vous donner un exemple, là sur les Global Azure Virtual, en avril 2020, on a eu 248 speakers qui ont délivré un total de 219 sessions de par le monde. Et puis un autre exemple, ce sont les Global M365 Dev Bootcamp. Donc là aussi, c'est Microsoft, on va dire, qui initialise ces événements sur une période de temps donnée. Et ce sont les MVP ou d'autres acteurs communautaires qui vont les organiser dans leur pays ou leur ville. Et donc en 2020, on a eu 81 bootcamps qui ont été organisés sur 34 pays différents, donc entre octobre et fin novembre. Alors, ce que font également les MVP, donc j'en ai un petit peu parlé, ce sont par exemple la création de contenu. Donc, c'est très vaste. Ça peut être la publication d'articles en ligne ou par exemple sur un blog. Ça peut être des articles dans la presse, des articles techniques dans la presse. La diffusion de livres techniques, la diffusion de vidéos, webcasts, podcasts. La mise à disposition d'exemples de code, la participation sur des projets GitHub, la participation aussi sur la plateforme docs.microsoft.com qui est une plateforme collaborative. Et puis, on regarde également leur impact au travers des réseaux sociaux. On prend également en compte lors de la nomination d'un MVP ses contributions dans les forums, s'il en a. Donc ça peut être sur les forums Microsoft, comme les forums Microsoft Q&A, Question and Answers, sur les forums Tech Community, sur les forums de la plateforme Power Platform, et puis les contributions dans les forums MSDN et TechNet. Mais ça peut être aussi des contributions dans des forums tierce party, comme par exemple Stack Overflow ou sur des forums plus locaux. Donc, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur le programme MVP, donc nous avons un site mvp.microsoft.com
où vous allez retrouver un petit peu tout ce que je vous ai dit. Vous aurez également la possibilité, par le menu Find an MVP, de trouver l'ensemble des MVP de par le monde. Et puis, c'est au travers également de ce site que l'on peut nommer des nouveaux candidats MVP. Donc, pour être nommé MVP, il faut que vous soyez en fait proposé soit par un MVP actuel, soit par un employé de Microsoft. Donc, le MVP ou l'employé de Microsoft va simplement remplir un petit formulaire en donnant votre nom, votre prénom, votre adresse email. Et puis, vous allez recevoir en fait un dossier de candidature, une forme à remplir où vous allez saisir l'ensemble de vos contributions communautaires que vous avez effectuées dans les 12 derniers mois. Donc, c'est là où vous allez mettre « j'ai organisé tel événement, j'ai diffusé X vidéos sur YouTube, j'ai un blog où j'ai écrit tant d'articles ». Voilà, c'est là où vous allez renseigner en fait l'ensemble des contributions que vous avez réalisées en fait depuis 1 an. Et nous avons des phases de nomination de MVP tous les mois, donc c'est un processus continuel. Donc voilà un petit peu les différentes étapes en fait. Lorsque donc vous êtes proposé comme MVP, vous allez donc remplir le formulaire avec l'ensemble de votre contribution. Votre formulaire et l'ensemble de vos contributions va être évalué d'abord localement, donc pour la France, c'est par moi-même, où je vais vérifier que toutes les informations saisies sont correctes, que les dates sont correctes, que les liens sont corrects, que ces contributions ont bien été effectuées. Et ensuite, si donc je considère que le dossier, que la personne mérite d'être nommée MVP, le dossier va partir à Corp et une nouvelle décision va être prise par l'équipe produit qui correspond à la catégorie sur laquelle vous êtes nommé. Et ensuite, une décision est rendue, soit de vous donc attribuer le titre de MVP pour 1 an, soit de vous refuser le titre, et dans ces cas-là, vous recevez quelques explications sur le pourquoi. Dans cette session, j'ai l'opportunité d'avoir une guest star. Et donc, je vais vous présenter une personne que aucun d'entre vous ne connaît certainement, Patrick Guimonet, qui est donc MVP depuis octobre 2010 dans la région parisienne, qui est nommé donc sur la catégorie Microsoft Office Apps and Services. Et donc, les raisons, on va dire, pour lesquelles il a le titre de MVP, donc depuis, au moins depuis l'année dernière, enfin, et depuis donc octobre 2010, c'est parce que c'est un leader des communautés. Donc, au départ, c'était des communautés AMS, maintenant, c'était la communauté AOS maintenant, donc, qui a été renommée AMS. Donc, c'est pour sa participation et son organisation dans différents événements communautaires dans le monde. Il a également eu l'opportunité d'être speaker à des événements Microsoft Ignite, et puis donc co-organisateur et speaker de la Modern Workplace Conférence Paris. Donc Patrick, j'aurais 2 petites questions à te poser. Je vais revenir en arrière. 2 petites questions à te poser sur le programme MVP. Est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton investissement annuel au sein des communautés Microsoft et quelles sont les actions principales en fait au sein de ces communautés? Alors, déjà, merci Martine de me donner l'opportunité de parler. C'est effectivement une excellente question qu'on pose souvent. Moi, ma réponse, c'est de dire qu'il faut y passer autant de temps qu'on a envie et qu'on le fait par passion. Donc, il ne faut pas compter son temps. C'est la première remarque. Parce que si on compte son temps, c'est pas bon, quoi. Donc voilà. Après, moi, effectivement, je suis peut-être pas forcément un bon exemple non plus parce que j'y passe peut-être trop de temps. Mais j'aime bien dire à ma femme que si je faisais pas ça, je serais administrateur dans un club de rugby, ou je passerais mon temps, je sais pas, à gérer un club de hand ou de rugby. Donc c'est une façon d'occuper son temps libre d'une certaine façon.
Mais encore une fois, pour moi, la clé, le mot-clé pour être MVP, pour être un bon MVP, c'est de le faire par passion. Il ne faut pas chercher, je dirais, forcément ça. Si on fait les choses par passion, ça viendra tout seul. C'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. Donc nous, en fait, via la communauté iOS, on organise énormément d'événements dans l'année. Je suis chargé de pas mal d'entre eux. Il y a aussi d'autres personnes qui aussi m'épaulent, m'accompagnent, voire me précèdent sur certains sujets. Donc voilà, c'est aussi créer une synergie avec un ensemble de gens qui sont pour la plupart du temps très bienveillants. On est tous là pour se faire plaisir. Et donc, ça crée une super ambiance. Et je pense que ça ressort, par exemple, sur un événement comme ça, où on arrive à faire partager notre passion, notre plaisir d'utiliser les technologies Microsoft, par exemple, sur des vrais cas d'usage réel. C'est la meilleure démonstration qu'on puisse faire de l'intérêt de ces outils. Alors, merci de ta réponse. Et ma seconde question, quels sont, d'après toi, en fait, les 2 ou 3 bénéfices les plus importants qui sont apportés, en fait, par le fait d'être MVP, par le programme MVP en lui-même? Tout à fait. Alors, c'est aussi très intéressant. Moi, avant d'être MVP, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai travaillé 5 ans chez Microsoft en France, à Paris. Enfin, à l'époque des Ulysse, hein, qu'on a connu, Martine, des Ulysse, puis de Issy-les-Moulineaux, pour être précis. Je dirais qu'un des premiers avantages, c'est le lien direct avec les équipes de Corp. En tant que MVP, on peut poser alors, il faut pas en abuser non plus parce qu'il y a, comme l'a dit Martine, 3000 MVP dans le monde. Donc, si tout le monde en abuse, je pense qu'ils auront du mal à gérer à Redmond. Mais on a quand même une voix qui est très écoutée dans les équipes de développement pour tout ce qui est remontée de problèmes, bien sûr, ouverture de nouvelles solutions. Moi, j'ai une petite anecdote à partager avec vous. Par exemple, on avait fait un événement à La Réunion, qui est la France, comme chacun sait, mais qui a une petite particularité vue des États-Unis, c'est qu'en fait, La Réunion n'a pas le même code téléphonique que la France. Donc, je ne sais plus, c'est plus 500 quelque chose, là où en France, c'est plus 33. Et ce petit détail, petite spécificité française, empêcher en fait l'activation d'Office 365 localement à La Réunion, parce qu'on leur demandait un numéro de téléphone et le système s'attendait à avoir un numéro en plus 33. Donc en fait, ils étaient bloqués. Enfin, on rentrait dans une boucle que le système qui n'était pas prévu de gérer. Et donc, on avait fait un événement à OS à La Réunion. Ce problème nous avait été remonté par les speakers et les gens qui nous avaient reçus en local. Et on l'a remonté à Corp. Ça a pris, de mémoire, je pense, 1 mois. Et ils ont réglé le problème pour dire que on est vraiment écouté quand on a des vraies problématiques qui peuvent être de ce type-là ou des problématiques de type plus. Habituellement, c'est plus des bugs qu'on remonte ou des questions sur le fonctionnement des produits. Mais c'est vraiment un bénéfice très important d'être entendu, écouté à Microsoft Corp. Évidemment, en échange, on a un certain nombre d'informations qui nous sont communiquées sous le fameux NDA, donc un accord de non-divulgation qui est très important quand on devient MVP, de ne pas franchir, je dirais, la limite entre communiquer sur les produits de Microsoft et aller trop loin en se prenant pour Microsoft et en donnant des informations qu'on n'est pas censé donner. Donc, si les informations n'ont pas été données par Microsoft, ce n'est pas à vous, évidemment, de les communiquer. Mais ça, c'est très important. Et l'autre bénéfice, moi, qui est fondamental et qui a changé ma vie, mais réellement, c'est le networking. C'est la communauté incroyable de gens avec laquelle on est en contact, et ce, dans le monde entier. Grâce au programme MVP, moi, j'ai pu organiser des événements au Canada, en Inde, en Australie. On était parti là juste avant le Covid pour faire un événement au Japon. Et tout ça se fait on a fait aussi 3 années de suite des événements en Malaisie et à Singapour.
tout ça par la connexion qu'on a entre MVP. Quand vous attaquez, vous entrez en contact avec un MVP à l'autre bout du monde, ben vous savez que vous avez une personne qui est passionnée par les technologies Microsoft, et rien que ce petit détail, c'est énorme parce que ça vous permet d'entrer en connexion, en communication, et très souvent, c'est des gens super intéressants. Ce que j'aime beaucoup aussi dans le programme MVP, c'est la diversité des profils. En fait, on rencontre des gens qui peuvent être jeunes, qui peuvent être vieux, des femmes, des hommes. Microsoft est très attaché à cette diversité, et franchement, nous aussi, on promeut aussi ces valeurs-là dans notre événement, puisqu'on essaye d'avoir un maximum de femmes, par exemple, sur la MWCP en tant que speaker. On est pratiquement à l'égalité. On a encore un tout petit peu de mal. On est autour de 45% de speakers femmes, mais franchement, c'est énorme comme proportion par rapport aux autres événements qu'on voit dans le monde. Oui. Donc, toutes ces valeurs, on les partage grâce au programme MVP, et ça a vraiment, encore une fois, je le dis, vraiment changé ma vie d'un certain point de vue. Ça m'a permis d'entrer en contact avec tout un tas de gens dans des pays très éloignés que sans ce programme, j'aurais évidemment été incapable de contacter ou d'avoir un échange. Ça aurait été extrêmement difficile sans le programme MVP. Donc, j'en profite, Martine, pour te remercier au nom des MVP avec qui j'ai eu tous ces bénéfices, et au nom de Microsoft, évidemment, pour nous donner toutes ces possibilités. Ok, bah écoute, merci Patrick pour son retour. Et je voudrais savoir, donc maintenant, si vous avez des questions particulières, en fait, ou s'il y a des éléments qui vous paraissent encore flous. Donc là, je vais aller regarder dans le chat, ouais. Dans le chat, oui. J'ai pas encore vu de questions vraiment. N'hésitez pas à ouvrir votre micro. Si vous avez des questions, c'est le moment. On restera bien sûr disponible par la suite, mais c'est le moment de partager vos questions. Alors, j'ai une question de Laura. Alors, peut-on être nommé sur plusieurs catégories? Alors, la première fois que l'on est nommé MVP, on peut être nommé que sur une seule catégorie. Mais lorsqu'on est renouvelé, on peut être nommé sur plusieurs catégories. Alors, ça ne veut pas dire, en fait, que vous allez répartir l'ensemble de vos contributions sur plusieurs catégories et vous allez être nommé sur toutes ces catégories-là. Ça veut dire que vous obtenez le titre sur une catégorie parce que vous avez beaucoup de contributions sur la première catégorie. Et ensuite, vous obtenez le titre de MVP sur la seconde catégorie parce que vous avez beaucoup de contributions sur la seconde catégorie. Je crois que c'était très clair. Le temps filant, je te remercie beaucoup, Martine, pour cette session, cette opportunité. Et on reste bien sûr, s'il y a des gens qui posent des questions, tu restes joignable, évidemment, et on te reroutera toute demande qui concernerait le sujet, bien évidemment. Alors, juste, il y avait une question sur est-ce qu'il y a une catégorie sécurité? Non, pas une catégorie, mais en fait, sous les catégories, quand vous allez sur le site MVP, vous avez toute la nomenclature du programme MVP avec les 11 catégories. Et sous chacune des catégories, vous avez plus particulièrement ce qu'on appelle des types de contributions, des contribution areas, où vous avez une granularité un petit peu plus fine et on a des contribution areas sur la sécurité. Le programme MVP concerne-t-il les professionnels prestataires? Non, ça peut être n'importe qui, n'importe quel individu. Donc, par le passé, j'ai eu une femme qui faisait de la recherche sur le cancer et qui était très douée sur Excel. Donc, elle avait été nommée MVP sur la catégorie Office Apps and Services. Je peux avoir des retraités. Voilà. Donc, ce qu'on prend en compte, c'est vraiment la contribution de l'individu et pas son job. Alors, une question d'Amélie, ouais, c'est une bonne question ça. Est-ce que c'est réservé aux spécialistes techniques ou est-ce que ça peut devenir accessible pour des généralistes sur la partie plus fonctionnelle? Amélie, par exemple, elle est responsable plutôt de l'accompagnement de l'adoption. Est-ce que c'est ouvert en tant que... C'est vraiment un des piliers, c'est vraiment l'expertise technique. Parce que en fait, vous êtes mis en relation avec les produits groupes. Et donc, les produits groupes, c'est souvent des échanges assez techniques. Donc,
Ça pourrait être une amélioration effectivement à envisager ou à proposer à Corp que tu pourrais remonter, je pense. C'est effectivement un besoin peut-être d'une catégorie spéciale sur l'adoption, sur les usages, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même des problématiques Oui, très oui. larges. Et c'est vrai que c'est des profils un tout petit peu différents, mais qui sont très intéressants aussi. C'est vrai. Merci beaucoup, Martine. Je vais devoir quitter la session. Et puis, merci à tous. À bientôt. Merci pour l'événement, Patrick. Merci à toi. Au revoir.